Salut, c'est Thibaut. Alors aujourd'hui, je voudrais vous annoncer quelque chose de nouveau puisque j'ai décidé de lancer un podcast complètement différent de ce que je fais par rapport à d'habitude. Donc jusqu'à maintenant, si vous avez suivi un petit peu l'évolution de l'école des finances personnelles, vous savez qu'on publiait régulièrement des résumés de livres, une bonne centaine tout de même que vous pouvez toujours consulter sur le blog de l'EFP ou dans la rubrique résumé au format écrit et audio ou même carrément sur YouTube au format vidéo animé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau, de changer un petit peu pour faire quelque chose de plus vivant, de plus authentique et qui me permettra d'aller plus au fond des choses tout en vous apportant encore plus de contenu et encore plus de valeur que ce que je faisais pour vous avec les résumés. Donc c'est quelque chose qui sera parfois un peu plus personnel que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc d'ailleurs, restez bien à l'écoute parce qu'avant la fin de cet épisode, je vous raconterai mon histoire personnelle, notamment comment j'ai gagné mon indépendance financière en 2015, ce que ça a changé pour moi, ce que j'ai ressenti, quelle libération ça a pu être et évidemment les enseignements que vous pouvez vous aussi en tirer dans votre vie financière. Alors évidemment, pas de panique, il y aura peut-être encore de temps en temps des résumés de livres, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de moins mécanique et de moins scolaire, tout en étant plus concret et plus pragmatique. Alors l'autre gros avantage, vous l'avez deviné, c'est que comme les podcasts seront hébergés sur SoundCloud et sur iTunes, vous aurez la possibilité de les écouter n'importe où, que ce soit dans votre cuisine en faisant la vaisselle, dans votre voiture ou même carrément dans les transports, peu importe, vraiment n'importe où. Donc l'idée, c'est vraiment de passer plus de temps ensemble en développant davantage certaines problématiques et de profiter des gros avantages du format audio pour vous permettre d'apprendre tout en faisant autre chose si vous avez un emploi du temps particulièrement chargé. Alors petit avertissement quand même, ça ne plaira sans doute pas forcément aux personnes qui me suivent pour se divertir ou qui préfèrent le sensationnel au contenu de fond. J'ai pu le constater notamment quand je publiais des vidéos sur YouTube, surtout lorsque vous faites le compte des pouces levés et des pouces baissés. L'idée ici, c'est vraiment pas de remporter un concours de popularité, mais je le répète parce que c'est important, de permettre aux gens sérieux et motivés qui me suivent de le faire grâce à un format pratique et motivant, aussi bien pour eux que pour moi. Alors pour conclure sur le format, notamment parce que vous allez voir qu'il y aura des épisodes qui seront vraiment qui seront divers et variés. Vous aurez notamment différentes catégories. Je pense qu'on parlera également pas mal de projets personnels que j'ai et qui sont un petit peu aussi en lien avec l'indépendance financière, notamment en termes de voyage et d'aventure. J'y reviendrai notamment dans les podcasts que je vais publier par la suite, mais vous verrez qu'il y aura pas mal de podcasts qui seront aussi tournés vers le voyage et vers l'aventure, ce qui est pour moi finalement l'expression de la liberté financière. Et quand je ne serai pas parti à l'aventure ou en voyage, je vous parlerai tout simplement des préparatifs et de mes projets plus en rapport avec mon quotidien, avec toutes sortes de défis, notamment basés sur un système que j'ai appelé le système de Vinci, donc en référence évidemment à Léonard de Vinci, qui était un petit peu un génie touche-à-tout, donc qui était vraiment très très fort dans des disciplines complètement variées, aussi bien la peinture que l'ingénierie militaire, la botanique, qui était un très grand inventeur. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de devenir un génie, mais plutôt un homme complet, et non pas ce qu'on pourrait appeler le fonctionnaire un peu spécialisé d'une seule activité, ce qui correspond un petit peu à l'idée de l'homme de la Renaissance, idée que vous avez peut-être pu voir ou pu lire dans le livre de Jacob Lund Fisker, notamment, qui s'appelle Extreme Retirement Early. Donc voilà, l'idée, ça sera de développer des compétences dans différents domaines, aussi bien émotionnels, techniques, économiques, intellectuels, sociaux, physiologiques, écologiques, etc., avec notamment des exemples de défis, des défis qui seront par exemple en lien avec le minimalisme, des défis qui seront en lien avec le sens également, avec le développement personnel basé sur le questionnement plutôt que sur les recettes miracles. Ça pourrait être des défis qui seront liés également à l'écriture, pourquoi pas à l'écriture de voyage, à la poésie, aux aphorismes, etc., la nutrition, la permaculture, mais on y reviendra évidemment, je vous en parlerai un peu plus dans les prochains épisodes. Donc je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, en fait, et je vous ai promis de vous parler de mon histoire personnelle, mais en l'occurrence, en ce qui me concerne, vous le savez peut-être, mais j'ai gagné mon indépendance financière en 2015, donc ça fait 2 ans maintenant, et il y a véritablement eu 2 temps dans mon histoire personnelle. Il y a eu un premier temps qui était davantage consacré à la finance et à l'investissement, donc avec l'objectif de gagner ma liberté financière, qui est donc l'objectif que j'ai réussi à atteindre, et le deuxième temps maintenant qui est un peu plus récent dans ma vie, qui est celui du sens et de l'aventure, avec notamment l'objectif d'avoir une plus grande liberté d'esprit et une plus grande liberté de vie de manière vraiment globale et générale.
Donc voilà, et ça rejoint en quelque part, si vous voulez, le fil rouge de l'EFP qui vous est déjà connu, puisque vous savez que le slogan de l'EFP, c'est gagner son indépendance et retrouver du sens. Et jusqu'à maintenant, voilà, ça vous fait un petit peu, ça vous boucle la boucle, hein, puisque en ce qui me concerne, l'indépendance financière, c'est fait. Et j'avais également envie, cette fois-ci, maintenant, de creuser un peu plus la thématique du sens. Alors, vous demandez sans doute à quoi vous allez devoir vous attendre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, je vous ai fait un petit programme hebdomadaire, alors évidemment, qui sera sujet à pas mal de changements. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir, si vous voulez, des épisodes un petit peu, enfin des semaines thématiques, hein, c'est-à-dire que vous aurez donc des épisodes de contenu audio, hein, donc sous la forme de podcast du lundi au jeudi, avec des thèmes aussi, voilà, qui seront toujours en rapport, si vous voulez, avec l'indépendance financière, avec notamment donc des thématiques comme l'éducation financière, l'investissement, donc quelle que soit la classe d'actifs, l'entrepreneuriat également, la création d'entreprises et éventuellement donc le développement personnel. Et également le vendredi, là ça sera un podcast, si vous voulez, qui sera plus en rapport avec mes projets de vie et notamment donc les différentes aventures dans lesquelles je vais me lancer, hein, notamment donc je fais référence ici au fameux projet de Vinci dont je vous ai parlé précédemment. Voilà donc pour ce qui est du programme un petit peu basé finalement sur mon histoire personnelle. Alors justement, mon histoire personnelle, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu vraiment 2 temps. Un premier temps dont je vais vous parler maintenant, qui était davantage consacré à la finance et à l'investissement, avec un objectif de liberté financière. Et vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment maintenant, j'ai été donc très longtemps à la recherche de mon système financier personnel, hein, et notamment ça m'a permis de tester pas mal de classes d'actifs complètement différentes, que ce soit l'immobilier physique, la bourse, le capital investissement, les métaux précieux, les matières premières. Hein, vous retrouvez d'ailleurs la plupart des choses que j'ai pu apprendre, notamment dans le cadre des épisodes du club de l'EFP, et également, vous y retrouvez également d'autres techniques et stratégies qui sont utilisées par les professionnels du secteur. Et voilà, donc ça concrètement, ça a été un parcours assez divers et varié dans la thématique de la finance et de l'investissement, avec d'abord un parcours d'investisseur que j'ai débuté en banque d'investissement par le biais du leverage buyout, hein, le LBO, qui consiste, pour le dire un peu moins pompeusement, à acheter une entreprise en utilisant l'endettement, hein, c'est le fameux effet de levier dont on vous parle également dans l'immobilier. Hein, donc dans ce cas-là, si vous voulez, la banque jouait le rôle de prêteur, et en ce qui me concerne, eh bien, j'analysais les cibles d'investissement, et c'était, vous en doutez, une grosse responsabilité avec des dossiers qui se montaient parfois à plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, la principale leçon, si vous voulez, que j'ai tirée de cette expérience, parce que c'est ça qui va vous intéresser, c'est qu'il est absolument crucial de se mettre dans la peau des dirigeants de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir. Hein. Ça vous force, en quelque sorte, à analyser les fondamentaux de l'entreprise, aussi bien pour ses caractéristiques intrinsèques que pour son positionnement sur son marché. Ensuite, ça a été une des premières expériences. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre dans le capital investissement, mais en me trouvant cette fois-ci de l'autre côté du miroir. Donc j'avais à l'époque noué des contacts avec un entrepreneur français implanté à Shanghai qui avait monté une start-up d'outsourcing dans les jeux vidéo, hein, notamment avec 3 autres partenaires. Et il faut savoir qu'à l'époque, le marché de l'outsourcing était en pleine expansion avec des taux de croissance à 2 chiffres et surtout, le plus important, la nécessité d'atteindre très rapidement une taille critique pour ne pas disparaître en raison d'une concurrence particulièrement féroce et acharnée. Et donc de ce fait-là, si vous voulez, l'entreprise avait besoin de lever des fonds très rapidement pour survivre, hein, tout simplement. Et évidemment, c'est ce que nous avons fait. Et grâce à cela, elle est aujourd'hui très bien implantée sur le plan international et compte plus de 1100 employés à travers le monde. Par la suite, une fois donc cette expérience était terminée, je suis revenu en France et là j'ai été contacté notamment par la rédaction d'un journal financier qui avait besoin de mon expertise pour rédiger des notes d'analyse pour investir en bourse dans le secteur des jeux vidéo notamment, hein, puisque j'avais gagné cette expertise précédemment. Hein, c'était en 2011, hein, donc ça fait 6 ans maintenant. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, j'avais recommandé l'achat d'Ubisoft, tout simplement parce que l'entreprise était en plein virage stratégique, avec une période de transition qui s'achevait et un nouveau cycle qui s'annonçait. Hein, donc le groupe à l'époque avait vraiment initié avec brio la réorientation de son modèle économique et sa capitalisation boursière, elle était inférieure à l'époque à peu près de 25% au fonds propres, ce qui laissait une marge de sécurité assez confortable. Hein, donc le cours boursier à l'époque était légèrement inférieur à 6,50 € au moment où j'avais rédigé la note d'analyse et au jour d'aujourd'hui, donc au moment où je tourne le podcast, il a dépassé les 50 €. Donc vous voyez que vraiment le taf a été fait, puisque le parcours boursier de la valeur a vraiment été plus que positif. Alors évidemment,
Il m'est aussi arrivé de me tromper, de devoir couper mes pertes, puisque j'investissais personnellement dans les valeurs que je recommandais. Mais le message ici qui est vraiment important et que je veux faire passer, c'est que quoi qu'il arrive, eh bien, vous devez toujours rester fidèle à votre philosophie d'investissement et à vos convictions. Pour ma part, vous le savez, mon parcours s'est construit à travers le capital investissement, d'où mon penchant pour l'analyse des fondamentaux de l'entreprise lorsque j'investis, et également pour l'entrepreneuriat, par le biais notamment, vous le savez, de la création de l'école des finances personnelles. Donc voilà pour un petit peu le premier temps de l'histoire, mon parcours. Je vous parlerai d'ailleurs à la fin du podcast un peu plus de la création de l'EFP et de la façon dont les choses se sont passées à l'origine pour moi, parce que je pense que c'est une histoire qui va vraiment vous intéresser, notamment si la liberté financière est importante à vos yeux. Mais avant ça, je voudrais faire un petit bilan de ma situation actuelle au jour d'aujourd'hui, puisque le bilan il est très positif, puisque vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné mon indépendance financière en 2015, et puis surtout j'ai décidé véritablement de recentrer mes activités, notamment mes activités d'investissement sur pas mal d'investissements passifs, notamment la bourse et le private equity, également le crowdfunding pour les personnes qui se tiennent un petit peu au courant de l'actualité de ce type d'investissement, et également donc sur l'EFP avec une forme de minimalisme appliqué à l'investissement. La bourse et le private equity, notamment parce que ça vous permet d'investir à la fois au capital d'entreprise et dans l'immobilier, notamment par le biais des REIT, des S2IC et du private equity immobilier, notamment par le biais des plateformes de crowdfunding en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai même investi dans des open space à Dubaï, donc vous voyez qu'on peut vraiment, on a vraiment de grosses possibilités par rapport à ce moyen-là, quand vous investissez par ce biais-là. On y reviendra par la suite dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'ai vraiment recentré, si vous voulez, mes activités d'investissement sur les investissements passifs. Et pareil, notamment au niveau de l'EFP, qui aujourd'hui me procure une très grande liberté professionnelle avec tout cela, si vous voulez, une diversification des revenus et surtout le plaisir de transmettre, de rechercher et de produire du contenu, ce qui m'apporte, vous en doutez, une très grande satisfaction au niveau intellectuel. Alors, au niveau des podcasts, ce qu'on verra ensemble, notamment du lundi au jeudi, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très lié donc à l'indépendance financière que j'ai gagnée donc il y a à peu près 2 ans, en 2015, après la création de l'école des finances personnelles. Ça a été évidemment pour moi une grosse libération et un sentiment d'accomplissement, mais ça a aussi été un sentiment de vide, juste après, comme si vous avez suivi un petit peu, si vous avez lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, vous savez que quand vous finissez une période où vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes, et bien ensuite c'est un peu absurde, parce que vous vous dites j'y suis arrivé, maintenant qu'est-ce que je fais quoi. Et donc alors évidemment je suis pas en train de me plaindre, je vous rassure, ça dure qu'un temps, mais et on trouve très vite d'autres projets dans lesquels se lancer, mais je pense que c'est important de le préciser, surtout si vous avez vous-même ce projet-là en tête, pour ne pas être surpris lorsque ça vous arrivera, parce que la liberté, ça implique aussi la responsabilité d'assumer vos choix et de prendre une direction, et ce n'est pas forcément plus facile que d'être salarié, si vous êtes encore salarié mais que vous rêvez de créer votre entreprise, et quand vous suivez finalement un peu plus la direction qui vous est imposée, la liberté, c'est évidemment pas la recherche de la facilité, mais c'est plutôt le fait de prendre la responsabilité de ses choix et évidemment d'aimer ça. Donc il y a eu cette espèce de période de transition, j'avais fini un petit peu le premier temps de mon histoire d'investisseur, j'avais gagné mon indépendance financière et j'ai eu un petit peu une sorte de traversée du désert où je me suis un petit peu demandé dans quelle direction me lancer. Et finalement pour en arriver au deuxième temps dont je voudrais vous parler maintenant, qui est le temps finalement du sens et de l'aventure, et dont finalement l'objectif, pour lequel l'objectif c'est une vraie liberté d'esprit et une vraie liberté de vie. Voilà, donc si vous voulez, ces derniers mois, l'objectif pour moi, ça a été vraiment d'être à la recherche de mon système de liberté personnelle. Pour ça, j'ai testé différents systèmes depuis le début de l'année 2016, la fin 2015 et le début de l'année 2016. Et au final, j'ai pas trouvé mieux que de mettre en place un système qui me permettait de développer des compétences dans différents domaines. Et là, pour les personnes qui sont inscrites au séminaire de l'EFP, vous retrouvez un petit peu la thématique de la systémique. Donc des domaines très variés, mais qui sont complémentaires les uns avec les autres pour me permettre de devenir, je vous disais tout à l'heure, une espèce d'homme de la Renaissance, au sens où l'entend Jacob Lund Fisker, donc à savoir les domaines émotionnels, techniques, économiques, intellectuels, sociaux, physiologiques et écologiques. On y reviendra dans un prochain podcast. Mais voilà, l'idée c'était de continuer d'entretenir mon système financier personnel en me basant sur ce que je vous enseigne dans le cadre du séminaire et du club de l'EFP, tout en mettant en place ce fameux système de liberté personnelle cette fois-ci, pour me permettre, encore une fois, de me développer sur le plan
personnel. Donc les enseignements, si vous voulez, à tirer de tout ce que je vous dis là, il y en a pas énormément, mais ils sont très importants. C'est que le fait finalement de chercher votre voie, et lorsque vous avez des objectifs en tête, c'est simplement de faire des tests autant que possible pour déterminer quelle formule vous correspond le mieux, notamment par exemple dans voilà, si votre objectif c'est de gagner votre indépendance financière parce que c'est pas encore le cas pour vous, eh bien le mieux c'est vraiment de faire des tests autant que possible pour voir quelle formule va vraiment vous correspondre. Pour ça, vous allez essayer de choisir un petit peu la classe d'actifs en fonction de vos ressources, en fonction de votre appétence personnelle, en fonction de vos objectifs personnels. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, il y a uniquement différentes classes d'actifs, donc vous devez tester, vous devez voir celle qui vous correspond le mieux, vous devez vous former, vous éduquer pour savoir aussi comment ça fonctionne, et une fois que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, une fois que vous êtes éduqué, et bien là, vous pourrez vraiment faire un choix raisonné. Vous voyez, moi, je vous le dirai dans un prochain épisode, mais en ce qui me concerne, l'immobilier physique, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé, j'aime pas tellement ça. Alors il y a des gens qui adorent ça, et je sais qu'en France on adore ça, mais moi je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre cet intérêt parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, et puis surtout en termes d'investissement passif, c'est quand même pas l'idée du siècle. Mais bon, voilà, il y a des gens qui aiment bien. Encore une fois, je l'ai fait, donc il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'effectivement, une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai testé, je peux effectivement me dire, oui, effectivement, c'est pas mon truc. Passons à autre chose. Je peux aussi investir dans l'immobilier en faisant les choses autrement et surtout en choisissant des investissements vraiment passifs. Donc voilà, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des classes d'actifs qui vous correspondent et d'autres qui vous correspondront moins. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, quand vous prenez l'immobilier, vous avez l'avantage de pouvoir utiliser l'effet de levier et de vous endetter pour pouvoir acquérir de l'immobilier, surtout si vous n'avez pas un gros capital de départ. Vous avez notamment la possibilité par ce biais-là d'acheter des biens tangibles, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte financier actuel. Vous êtes en autocontrôle, mais ça c'est pour les avantages, mais les inconvénients, c'est évidemment que vous allez avoir une recherche à faire au début lorsque vous allez chercher la bonne affaire qui va être chronophage. Vous allez avoir également, si vous êtes en France, une législation française qui est pro-locataire. Donc quand vous devenez propriétaire et que vous louez votre bien, vous allez voir que parfois c'est vite la galère. Et vous avez également la gestion des locataires à effectuer, etc., etc. Et c'est pareil avec la bourse. Là aussi, vous allez avoir des avantages et des inconvénients. Vous allez avoir notamment le fait que la bourse est un investissement passif, donc qui est plus passif en tout cas que ne peut l'être l'immobilier. Alors tout dépend de la forme, mais en règle générale, c'est une classe d'actifs qui rapporte le plus sur très longue durée. Alors évidemment, sur 20 ans, on sera tous morts, comme dirait Ken, je crois, mais dans tous les cas, disons que quand vous comparez les performances des classes d'actifs sur 10-15 ans, vous vous rendez compte quand même que ce sont les actions qui sont les plus performantes. Vous avez également des frais réduits si vous vous y prenez bien, ce qui n'est pas toujours le cas non plus dans l'immobilier, quand vous pensez aux frais de notaire ou aux frais légaux. Vous êtes pas Alors par contre, les inconvénients de la bourse, c'est que vous n'êtes pas en autocontrôle, vous subissez les fluctuations et la volatilité des marchés, surtout la volatilité, parce que les fluctuations de marché, vous l'avez aussi dans l'immobilier, et vous allez avoir également des cracks qui vont venir, qui seront de plus en plus récurrents d'ailleurs dans le système actuel, avec les émotions fortes que ça suscite, et évidemment vous avez également l'inconvénient de l'asymétrie d'information, puisque vous avez également les robots sur les marchés qui seront évidemment plus performants que vous, puisqu'ils ont l'information et la traitent beaucoup plus rapidement. Donc évidemment, faites quand même attention quand vous faites vos tests. Vous ne devez jamais vous mettre complètement en situation de perdre du capital. C'est évidemment l'objectif à atteindre. Il faut éviter de tomber dans ce type de piège. Donc vous pouvez très bien, encore une fois, pour la bourse, vous pourrez très bien mettre en place un portefeuille virtuel. Ça ne vous permettra pas de gérer vos émotions, puisque vous savez que la finance comportementale a montré que les portefeuilles virtuels, c'était pas non plus la panacée, parce qu'en l'occurrence, comme ça enlève les émotions négatives et le stress, ça vous permet pas de vous mettre complètement en situation, mais au moins pour faire le travail d'analyse, c'est toujours ça de prix. Et également, vous avez par ce biais-là le fait que le risque de perte d'argent n'existe pas, et donc finalement la possibilité de vous tromper à moindre coût. Mais encore une fois, la vraie solution, c'est pas uniquement de faire les choses de manière virtuelle, c'est aussi de le faire en vrai, et c'est aussi et surtout au préalable de vous éduquer financièrement avant de vous lancer, parce que encore une fois que vous serez lancé, même si vous pouvez faire quelques tests, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de vous planter tout le temps. Donc c'est évidemment pas l'idée derrière ça. Donc plus vous vous éduquez et plus vous allez avoir ensuite la possibilité de réduire le risque au moment d'investir votre argent.
Alors, l'autre leçon clé également à tirer lorsque vous lancez dans le monde de l'investissement, hein, notamment lorsque vous avez pour objectif de gagner votre indépendance financière, c'est que vous devez avoir à l'esprit votre objectif en tête et également la stratégie que vous allez suivre définie au préalable. Hein, parce qu'évidemment, vous en doutez, c'est pas pareil d'investir en bourse en appliquant l'investissement dans la valeur, par exemple, pour générer des plus-values à réinvestir, hein, notamment par le biais des intérêts composés, que d'investir dans des actions à dividendes pour générer des revenus passifs et s'en servir pour couvrir ses dépenses. D'où finalement le manque de réinvestissement et le fait qu'il n'y ait pas de cercle vertueux cette fois-ci par le biais des intérêts composés, hein, puisque là vous arrêtez de faire progresser finalement le capital que vous investissez, puisque vous allez le chercher tous les mois pour vous verser les dividendes que vous touchez et donc générer des revenus. Donc c'est évidemment pas la même logique, hein, donc vous allez avoir peut-être deux temps dans votre stratégie, peut-être que vous allez avoir dans un premier temps une stratégie basée sur l'investissement dans la valeur pour générer des plus-values et ensuite une fois que vous aurez gagné du capital supplémentaire, le réinvestir dans des actions à dividendes pour générer des revenus passifs et gagner votre indépendance financière. Ça peut être une stratégie, mais dans tous les cas, il faut évidemment bien faire la part des choses et pas vous apercevoir quelques années ou même quelques mois, pire, quelques semaines plus tard, que votre objectif finalement n'était pas clair, que la stratégie que vous avez suivie n'était pas la bonne, parce que bien souvent, à ce moment-là, il sera évidemment un petit peu tard. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit, un objectif clair, une stratégie définie au préalable et surtout, il faut avoir conscience que l'indépendance financière, c'est une aventure personnelle. Hein, donc voilà, moi personnellement, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai décidé sur la période récente de recentrer mes activités sur les investissements passifs et l'entrepreneuriat en ligne. Hein, mais peut-être que vous préférez rester salarié si vous êtes salarié, tout simplement pour investir dans l'immobilier plus facilement et ensuite seulement, éventuellement, lancer une activité qui vous tient à cœur. Hein, encore une fois, il n'y a pas de formule miracle, mais seulement une formule qui vous correspond à vous par rapport à votre identité et à vos valeurs. Voilà, donc pour les prochains épisodes, et on va conclure ensuite, comme promis, avec mon histoire personnelle et la création de l'EFP. Hein, mais juste pour vous rappel, donc dans les prochains épisodes, ces derniers seront basés sur les deux temps de mon histoire personnelle, avec notamment les leçons que j'ai pu tirer de mes expériences professionnelles, mais aussi de mes expériences personnelles. Donc on va vraiment être un peu plus dans l'authentique par rapport à ça. Hein, donc pour rappel, le premier temps de mon histoire personnelle qui était consacré davantage à la finance, à l'investissement et à l'entrepreneuriat, hein, et qui continue évidemment aujourd'hui à être entretenu, et le deuxième temps de mon histoire, donc un peu plus récent, qui sera un peu plus une quête, si vous voulez, en quelque sorte, de sens et d'aventure, et que je vous relayerai tout simplement, donc chaque semaine, généralement plutôt le vendredi, Voilà, donc comme promis, on va terminer avec mon histoire personnelle et la création de l'école des finances personnelles, notamment, donc la manière dont les choses se sont passées pour moi et les enseignements que vous pouvez en tirer si vous avez comme objectif de créer votre entreprise. Et notamment, vous allez voir que finalement, la plupart du temps, les obstacles qui se dressent devant vous sont finalement, vous êtes peut-être votre premier obstacle que les circonstances extérieures. C'est plus vous, parfois, le problème en tant que tel que les circonstances extérieures. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai quitté le salariat en 2012, et par la même occasion, j'ai quitté aussi un monde financier qui ne me convenait pas du tout. À l'époque, j'étais directeur d'agence bancaire et je souhaitais créer une entreprise d'éducation financière. Mon rêve, vraiment, c'était de gagner mon indépendance financière. Alors peut-être que vous aussi, vous avez un rêve dans la vie. Vous aussi, vous souhaitez vous souhaitez faire quelque chose qui a du sens pour vous. Et en ce qui me concerne, en tout cas, c'était l'histoire a commencé un petit peu au début de l'été. Je m'en souviens encore parce qu'il faisait une chaleur suffocante et que le système d'air conditionné était en panne. J'étais à ce moment-là en réunion avec ma direction. Et comme souvent, c'était une discussion assez épineuse avec notamment un désaccord qui portait sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs de vente. Donc j'avais proposé à ce moment-là de trouver un compromis entre d'un côté les intérêts clients et de l'autre côté nos objectifs commerciaux, en partant du principe que la satisfaction client était finalement le meilleur argument de vente possible. Alors évidemment, vous en doutez, ça n'a pas trop fonctionné, notamment parce que mon principal interlocuteur, c'était le directeur d'exploitation commerciale. Donc je me souviens, c'était un quinquagénaire qui était d'ailleurs proche de la soixantaine, qui avait le crâne dégarni, les yeux marrons dissimulés derrière des lunettes au vert teinté, et qui avait finalement tout d'un agent de la Stasi, qui détestait son métier, mais qui préférait un petit peu défouler sa colère sur ses subalternes plutôt que de se regarder dans une glace. Donc voilà, c'était un petit peu le décor à l'époque, les interlocuteurs que j'avais, et je me souviendrai toujours de la décharge d'agressivité finalement lorsqu'il avait décidé de mettre un terme à la discussion en disant « vous n'êtes pas payé pour réfléchir ». Vous voyez, cette phrase, c'est un truc qui marque, parce que des années plus tard, je m'en souviens encore, vous n'êtes pas payé pour réfléchir.
Donc visiblement, la prise en compte des intérêts clients, c'était pas franchement sa priorité, ce qui finalement était une excellente synthèse de l'état d'esprit de l'univers bancaire et du monde financier en général, à savoir se servir soi-même avant de servir les autres. Donc vous l'imaginez bien, je suis rentré chez moi le soir, j'étais pas tellement en forme, j'étais vraiment harassé par une espèce de fatigue mentale que j'avais, une fatigue que j'avais jusque-là jamais expérimentée. Et vous avez toujours cette phrase qui me tournait un petit peu en boucle dans mon esprit et qui me donnait la nausée, le fameux « vous n'êtes pas payé pour réfléchir ». Donc le truc particulièrement énervant. Et là, je me suis vraiment demandé, je me suis vraiment posé la question suivante, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment passer les 40 prochaines années de ma vie à travailler avec des individus pareils, donc à supporter ce type de discours un petit peu lénifiant, tenu par des personnes qui n'avaient plus depuis bien longtemps aucun respect pour leur propre esprit critique et pour lesquelles l'éthique finalement ressemblait plus à un argument promotionnel qu'à une ligne de conduite. C'était un petit peu la façon dont moi je voyais les choses à l'époque et qui vraiment me poussait à m'interroger. Alors je crois que effectivement, quand je suis rentré le soir, ma femme m'avait vraiment jamais vu dans un état pareil, j'étais désemparé et donc je lui ai même dit, je sais vraiment plus quoi faire, tu crois que je devrais faire ce qu'il me demande? Et ma femme à ce moment-là, quand je lui ai dit ça, ma femme a levé le regard vers moi et m'a répondu dans un sourire plein de tendresse, je crois que tu es salarié de cette banque et qu'un salarié fait ce qu'on lui demande, même si ça ne lui plaît pas. Voilà, donc si vous aviez été assis entre ma femme et moi quelques minutes plus tard sur notre canapé convertible en tissu blanc, les verres de vin posés sur la table basse devant nous, vous l'auriez entendu dire quelque chose qui peut véritablement changer votre vie. Et je sais qu'en tout cas, ça a changé la mienne. Et elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit, écoute Thibaut, tu as toujours eu besoin d'être libre et indépendant. C'est ton 4e poste en finance et tu te sens toujours prisonnier. Ça fait 3 ans que tu me parles de ta création d'entreprise, alors c'est peut-être le moment de prendre ton courage à deux mains et de te lancer. Ta liberté n'est pas à vendre. Voyez, donc ça c'est la dernière phrase surtout qui m'a marqué, donc ça venait un petit peu contrebalancer le fameux « vous n'êtes pas payé pour réfléchir ». Là c'était « ta liberté n'est pas à vendre ». Donc finalement, et quand on y regarde de plus près, c'est exactement le contraire qui se produit dans la vie de la plupart des gens, puisque la plupart des gens pensent que l'obstacle numéro 1 à l'indépendance financière, c'est une sorte d'obstacle extérieur comme le manque d'argent, mais en réalité, c'est pas ça du tout, puisque l'obstacle numéro 1 qui empêche les gens de gagner leur indépendance financière, c'est tout simplement la peur. Et c'est cette peur qui les empêche de se lancer. Donc si vous prenez un instant maintenant, vous faites une pause, vous soufflez un petit peu, vous respirez un petit peu et vous imaginez finalement la vie que vous auriez été capable de vivre si la peur n'avait pas été là pour vous compliquer l'existence. Combien d'opportunités auriez-vous pu saisir? Combien de projets auriez-vous pu mener jusqu'à leur terme et ainsi réaliser des rêves qui vous tenaient à cœur mais que vous avez laissé tomber par crainte de ne pas réussir? Voilà, et je crois que le message qui est vraiment important, c'est ça, c'est de ne pas laisser la peur prendre le dessus sur vos rêves, parce que dans ce cas-là, évidemment, on se retrouve piégé et on n'est pas heureux. Et d'ailleurs, la conclusion de l'histoire, c'est que finalement, j'ai regardé ma femme dans les yeux et je lui ai dit, tu as raison, j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Et dans les mois qui suivaient, j'ai quitté mon poste de directeur d'agence bancaire, j'ai créé l'école des finances personnelles et j'ai mis au point un système entrepreneurial et financier qui me permettait de gagner mon indépendance financière en l'espace de 2 années seulement. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que je vis la vie dont j'ai toujours rêvé, 5 ans plus tard, qui me permet d'être libre de mon temps et de mes activités, et surtout qui a du sens pour moi. C'est ça qui est important, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais vous l'avez entendu, ma femme m'a transmis un message qui a eu le don de me réveiller, et vous savez quoi, ce message, il est aussi pour vous, parce que votre liberté à vous n'est pas à vendre non plus. Alors je vous le demande encore une fois, d'après vous, à quoi pourrait ressembler votre vie si vous ne laissiez pas la peur vous contrôler? Votre liberté n'est pas à vendre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des tas de choses utiles et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut!